Les marins d'abord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux auditeurs de Westrack Radio et au public réuni ce matin au Port Center Le Havre. Nous allons passer l'heure qui suit avec plusieurs intervenantes et intervenants, artistes, photographes, réalisateurs, plasticiens, artistes sonores pour une table ronde qui portera un regard sur la vie des marins au long cours. Cette table ronde s'inscrit dans un événement co-organisé par le Port Center avec de nombreux partenaires locaux et qui a donné cours tout l'été à 3 très belles expositions encore visibles jusqu'au 19 septembre. Une à la bibliothèque Oscar Niemeyer, une autre Siemens Club et bien évidemment une ici au Port Center. Cet événement intitulé « Les marins d'abord » vous invite à découvrir le quotidien souvent méconnu des travailleurs de la mer. Et pour animer cette table ronde, j'ai l'honneur d'être associé ce matin à Yann Alix, délégué général de la fondation C'est Facile, première fondation francophone dédiée à la recherche appliquée à la logistique maritime et portuaire internationale. Bonjour Yann. Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour cette introduction. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, chers invités, chers artistes, chers publics. Nous sommes ici effectivement au Port Center pour cette table ronde qui fait écho donc à l'exposition Les marins d'abord, qui rend hommage aux hommes et aux femmes qui naviguent sur toutes les mers du monde. Ces personnels que l'on peut qualifier d'essentiels, je pense, de la mondialisation et surtout de nos modes de vie et de nos consommations. Sans marins, pas de bateau. Et sans bateau, pas de produits manufacturés bon marché, pas de produits frais exotiques et même pas de médicaments de la vie courante comme on a pu le vivre avec cette crise pandémique. Donc quelques mots d'introduction simplement pour contextualiser un peu l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, notre table ronde. J'ai souvent l'habitude de dire que depuis 3500 ans, les premières aventures thalassocratiques ont commencé en Méditerranée orientale et en mer de Chine. Et finalement, tout ça n'a été possible que parce que les marins, ces marins, depuis 3500 ans, sont des passeurs de marchandises, mais aussi des convoyeurs de savoir, de savoir-faire. Et puis j'aime aussi le dire, des alchimistes, parce que finalement, ils mélangent les langues, ils mélangent les cultures, ils mélangent les coutumes, et ils font des ports, ces lieux uniques de mixion et de friction, ces interfaces magiques entre la mer et la terre. Donc André Vigarier, je ne sais pas si certains le connaissent, c'est le père de notre géographie maritime francophone, parle de triptyque portuaire. Ce triptyque pour qualifier ces territoires tellement singuliers où le marin, je pense, paraît toujours comme un peu une figure de proue, une légende un peu auréolée de tous les vices, mais aussi de tous les fantasmes. Et je ne sais pas non plus si c'est Platon, Socrate ou Aristote qui a dit qu'il y avait 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Eh bien aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 5 artistes qui ont fait le choix d'aller aussi sur mer ou d'aller à la rencontre de ces marins, à la coupée d'un navire, au Siemens Club. Et donc, ils ont, je dirais, pris le marin comme une forme de sujet. Et on va échanger avec eux aujourd'hui sur pourquoi ces travaux ont été portés ainsi, que l'on soit photographe, que l'on soit réalisateur, que l'on soit sculptrice, que l'on soit ancien marin. Et donc c'est un petit peu l'objet de cette table ronde aujourd'hui qui va être un véritable dialogue et un retour d'expérience très, je dirais, intime. Et c'est tout l'objet de cette table ronde d'aujourd'hui. Et évidemment, sans plus attendre, je ne vais pas non plus monopoliser trop la parole. Je vais passer la parole à Ségolène Le Montagnier, qui nous a choisi un son. Alors Ségolène, pourquoi déjà, pour commencer, pourquoi ce son et pourquoi évoque-t-il quelque chose pour vous à l'égard de la mer et du monde maritime et peut-être même des marins tout simplement? Alors déjà, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Ségolène Le Montagnier, j'ai 29 ans. Je suis originaire de Quimper, donc j'ai toujours eu un lien assez étroit avec la mer. Concernant cette chanson, je l'ai écoutée à bord de voyages au long cours, à bord de porte-conteneurs notamment. Voilà, donc elle m'évoque forcément quelque chose quand j'y repense. Alors, je précise qu'il s'agit de Rod Stewart avec le morceau Sailing. Merci beaucoup Mathieu, je vois le professionnel tout de suite. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Qui nous corrige quand on ne sait pas le faire. Ségolène, vous l'évoquiez tout de suite, vous avez eu la chance et le privilège de monter à bord d'un navire qui est un espace de travail avec des marins et tout l'objet de votre travail, c'est justement de les avoir photographiés
dans leur quotidien, peut-être aussi dans leur intimité. Comment on fait en tant que photographe ou comment on fait en tant que passager d'un navire de commerce pour prendre des photos comme celles que vous avez pu prendre et qui sont en exposition ici aujourd'hui? Alors déjà, j'ai effectivement eu la chance de pouvoir voyager en cargo parce que c'est quelque chose qui m'est venu totalement par hasard en venant visiter Le Havre. J'ai vu un cargo partir et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter l'expérience. Donc j'avais 19 ans, je suis partie sur un cargo pour les Antilles. Et en fait, je ne suis pas du tout photographe de métier. Ça m'est venu comme ça. En fait, j'avais vraiment envie de capter ce monde que j'avais découvert à travers un appareil photo, de capter les sourires, de capter les émotions de ces gens au travail, pendant leur repos à bord. Et ça permettait de garder un lien avec eux parce que on entre un petit peu dans leur intimité à bord et c'est un monde totalement... c'est assez fascinant. Et je voulais absolument garder des réminiscences de tout ça. Donc j'ai fait ces photos-là. Je ne pensais pas qu'elles seraient exposées un jour et tant mieux. C'est vraiment très plaisant. Alors déjà, un grand bravo parce que j'invite tout le monde à aller voir ces photos parce que moi, j'ai eu la chance aussi de traverser sur des cargos et je me retrouve complètement, et ça dépasse complètement le simple visuel. Quand on a 19 ans et qu'on monte sur un cargo comme celui-là pour une traversée jusqu'aux Antilles, on s'y prend comment pour, je dirais, gagner la confiance? Parce que prendre une photo d'un marin qui travaille ou qui ne travaille pas, parce qu'ils ne font pas que travailler non plus sur le navire, et on le voit dans vos photos d'ailleurs, il y a des moments de repos, des moments... je dirais, différents de ceux qu'on peut imaginer. On fait comment pour réussir à capter la confiance et puis prendre des photos comme vous avez pu les prendre? Déjà, on a un lien un petit peu privilégié avec eux puisqu'on est souvent grand maximum 3-4 passagers à bord. Il y a des fois sur des voyages où je me suis retrouvée même toute seule. Du coup, forcément, il y a une proximité qui se fait. On se fait inviter, on rentre un peu dans le cercle de l'équipage, qui est assez facile finalement parce qu'ils sont assez disponibles, ils sont même contents en fait qu'il y ait des passagers pour pouvoir parler d'autres choses, voir d'autres visages, tout ça. Donc j'ai pas spécialement eu beaucoup de difficultés à aller vers eux et ils adorent se faire photographier. Et ça, c'est génial. Ouais. Il y a des moments particuliers dans la journée où on a plus, je ne sais pas, vis-à-vis de la lumière, mais aussi vis-à-vis de leur emploi du temps? Effectivement, vis-à-vis de la lumière, plus le matin ou le soir pour des photos extérieures. Après, ils sont toujours contents de se faire prendre en photo. Vraiment, leur accessibilité, c'est très sympa parce que quoi qu'ils fassent, en fait, ils aiment bien se faire photographier et ils veulent que ce soit posté sur Internet aussi. Regardez ce qu'on fait, on est à bord, on travaille, on n'est pas invisible. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être créé des liens suffisamment d'amitié peut-être pour avoir encore des connexions avec des gens à bord? Oui, bien sûr. Notamment hier quand j'ai visité l'expo à Niemeyer au Port Center et au Siemens Club, j'ai pris les photos de l'expo et je les ai envoyées aux marins qui étaient pris en photo finalement. Et ça leur a fait très plaisir de voir qu'aujourd'hui ils sont en ville, tout le monde les voit. Voilà. C'est véritablement un sujet, ça. Hein. Ces travailleurs qui paraissent parfois un peu trop invisibles par rapport aux terriens, finalement. Et vous êtes un peu un connecteur aussi. Vous faites une passerelle entre ces gens qui ont vécu, qui vivent sur les bateaux et vous, qui avez été une partie de leur temps sur le bateau. Laure Boyer. J'ai un son aussi, Mathieu, pour Laure Boyer, s'il vous plaît. Mais tout à fait, tout à fait. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Un classique. Je crois qu'on ne va pas faire l'offense de dire qui est ce monsieur, n'est-ce pas? Laure, même question. Pourquoi une telle chanson qui, je pense, nous prend tous un petit peu? Alors, bonjour Yann, bonjour à tous. Oui, alors cette chanson, pour moi, je l'ai en tête dès que je pense aux marins, dès que je pense à une ville portuaire.
C'est cette chanson que j'ai. Et voilà. Et quand je suis arrivée au Havre la première fois, donc il y a très peu de temps, en 2017, je ne connaissais pas du tout l'univers du port, ni la réalité des marins, etc. Et j'avais ces références, j'avais cette image très romantique du marin, de la ville. Et c'est ce que je pensais trouver au Havre. Et je m'étais dit, je vais au Havre, je vais rencontrer des marins. Et je suis arrivée ici et je n'ai pas vu de marin du tout. Et là, ça a été un grand choc. Voilà, mais j'avais quand même toujours cette chanson. Je me disais, où sont les marins? Il y a des bateaux, il doit y avoir des marins quelque part. Donc, j'ai décidé de creuser. Et voilà, j'ai appris toute la réalité. Et je pense que beaucoup de gens, que je vais appeler terriens comme moi, qui viennent de la Terre, ne connaissent pas. On ne sait pas comment vivent les marins, que les ports sont éloignés des centres-villes, qu'il y a cette ultra-sécurisation, cet éloignement. On ne connaît pas la vie des marins. Voilà. Donc j'ai décidé de faire des photos et au départ de les publier dans la presse juste pour faire connaître ça, en fait, pour les rendre visibles. Ah, c'est une formidable aventure, je trouve. Mais comment vous avez réussi justement à transformer cette frustration de ne pas avoir rencontré de marin au moment d'arriver au Havre, à faire du marin un sujet artistique? Alors, j'avoue que je ne me suis pas posé la question du sujet artistique. Je voulais aller les voir. Et moi, c'était de la curiosité à la base. Vraiment de la curiosité. Donc, j'ai appris ce qu'étaient les Seamen's Club et je suis allée frapper à la porte du Seamen's Club. Et grâce à eux, grâce à leur équipe, j'ai pu aller aller dans les ports déjà et monter à bord de bateaux. Et après, voilà, voir un peu la réalité. C'est vrai que j'ai mis un peu à part le côté artistique. C'était plutôt, moi, montrer cette réalité, quoi. Mais par contre, vous êtes une vraie artiste. Moi, ce que j'aime avec Laure, c'est qu'à chaque fois que je la rencontre, elle a un appareil photo et à chaque fois, elle prend des photos. Donc, il y a quand même une démarche, quelque part. Comment on construit un projet comme le vôtre, au-delà de la simple curiosité? Je dirais que c'est le sujet qui se construit tout seul, en fait. C'est-à-dire que là, après, je me suis rendu compte que j'avais fait des photos donc, à bord des bateaux, avec certaines photos, avec un certain... une certaine composition, etc. Et j'avais fait des photos au Seamen's Club à terre. Donc ensuite, j'ai produit mon sujet avec côté mer, donc la vie côté mer des marins enfermés dans leur bateau, toujours un peu triste, un peu recroquevillé, et côté terre, au Seamen's Club, où ils sont tous ensemble, ils jouent au baby-foot, etc. Voilà, donc j'avais ces deux côtés. Voilà. Et comment on fait, un peu comme Ségolène, qui, elle, était enfermée sur une traversée et finalement devait composer 24-24 avec ses marins, comment on vient, en tant qu'artiste, s'intégrer comme une petite souris dans ces moments conviviaux? Comment on peut se laisser aller à la photographie, ou est-ce qu'il nous laisse complètement libres en tant qu'artiste? Je dirais comme Ségolène, je n'ai pas rencontré de problème. Ils sont vraiment contents d'échanger, contents d'être pris en photo. Content aussi, oui, de voir sur les réseaux sociaux si ça peut paraître, même de nous prendre en photo en retour pour envoyer à leur famille. Là, vraiment, ça a été... je n'ai jamais eu un refus ou quoi que ce soit. Vraiment, tous étaient contents de se prêter au jeu et d'échanger, beaucoup d'échanger. C'est intéressant, la référence aux réseaux sociaux. Et je pose la question à vous deux, Ségolène et Laure. Comment les réseaux sociaux aussi ont peut-être changé en bien, cette accessibilité aux marins et surtout cette représentativité du marin pour le grand public? Est-ce que vous croyez que c'est un accélérateur un petit peu, quelque chose qui va amplifier votre travail en termes de visibilité, mais aussi vis-à-vis du marin? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer les choses ou pas? Pas simple comme question peut-être. Non, pas simple. Je pense que, comme dans tous les domaines, les réseaux sociaux sont à la fois une très bonne chose et la pire des choses. Pour moi, ça a facilité grandement mon travail de pouvoir, en tout cas, leur montrer tout de suite. La première chose qu'ils me disaient, c'est Facebook, de pouvoir les rajouter tout de suite. Est-ce que ça les rassurait? Je ne sais pas, mais ça facilite beaucoup le travail, et même dans le suivi, de pouvoir leur écrire après, de demander les autorisations, de demander leur nom, des précisions sur leur vie. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans, honnêtement. Très bien. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, c'est la meilleure des choses pour ça.
Donc c'est quand même... C'est quand même un accélérateur, un outil formidable. Parce que même 6 mois après une photo, leur demander comment ils vont, leur demander où ils sont maintenant. Oui, pour moi, honnêtement, dans ma pratique photographique, les réseaux sociaux sont formidables. Je vais pas m'en cacher. Ouais. Ségolène, s'il vous plaît. Ouais, à l'époque où j'ai voyagé, il y avait, sur les premiers navires, il n'y avait pas Internet encore. Donc, c'était il y a 10 ans. Et du coup, il y avait pas... Effectivement, il y avait cette difficulté à chaque fois prendre les noms, tout ça. Après, c'est venu... mais moi, à l'époque, il y avait bien sûr Facebook, mais on ne pouvait pas poster tout de suite. Donc, c'était... bon, on enverra un mail dans 2-3 mois quand on sera rentré. On s'échangera les nouvelles, tout ça. Mais oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est intéressant parce que comme vous avez eu l'expérience finalement, je dirais du presque avant-après, entre guillemets, oui, voilà. Le cheminement artistique n'est pas le même non plus finalement. Non, et c'est vrai que maintenant on fait des photos en instantané, voilà, Instagram, Facebook, tout ça, mais à l'époque c'était un petit peu différent. Oui, Pour les plus vieux, c'est comme quand on faisait de l'argentique et puis qu'on attendait de rentrer à la maison pour avoir les photos finalement. C'est ça. Alors on peut quand même trouver un point très négatif, c'est de la méfiance. Alors pas avec les marins. Les marins, en tout cas moi que j'ai rencontrés, je n'ai senti aucune méfiance, plutôt de la joie. Mais dans d'autres sujets, avec les réseaux sociaux, on a de la méfiance parce qu'ils savent maintenant, on sait tous que toute photo peut se retrouver tout de suite en une et faire le buzz, etc. Et ça provoque de la peur. Qu'est-ce que vous allez faire de cette photo? Est-ce qu'elle va passer sur les réseaux sociaux? Qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est un peu la contrepartie négative des réseaux sociaux. Je comprends, tout à fait. Ouais. On a beaucoup de gens qui refusent parce qu'ils ne savent pas. Hein, ils ont raison, il faut se méfier. Et que l'on soit finalement un simple marin ou le capitaine du navire, vous n'avez pas senti de différence vis-à-vis de l'image ou vis-à-vis de l'accessibilité en tant qu'artiste? Ségolène? Ça dépendait des équipages. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'il y a un côté culturel ou interculturel, peut-être de certaines nationalités plutôt rétives ou effectivement. Non alors les Philippins sont très ouverts à ça. Après, moi j'ai navigué avec des Polonais, des Ukrainiens qui étaient un petit peu plus réticents, mais bon, après on y arrive quand même. Voilà, faut vraiment rentrer dans leur bulle, essayer de faire sa place. Et j'ai aussi des photos de Polonais, d'Ukrainiens, donc dont un qui pose fièrement sur beaucoup de photos de l'exposition. Donc merci à lui. Merveilleux. Laure, peut-être même chose. Oui, les capitaines étaient beaucoup plus soucieux de le devenir des photos, pourquoi elles étaient faites, etc. C'est normal, ils ont une responsabilité autre. Et j'ai eu une fois un refus de monter à bord avec l'appareil photo. J'avais le droit de monter, mais sans appareil. Et c'était un capitaine italien. Donc je pense que effectivement côté philippin on n'a jamais de soucis. Mais voilà. Et une dernière question par rapport au travail photographique. Vous les avez pris en photo et vous nous dites maintenant grâce aux réseaux sociaux, est-ce qu'ils vous envoient aussi des photos d'eux en train de travailler? Est-ce qu'il y a une continuité finalement que vous pouvez exploiter en tant qu'artiste ou pas? Moi personnellement, je reçois des photos de cargo quasiment tous les jours par WhatsApp notamment, et ça me fait toujours plaisir de voir où ils en sont. Mais c'est fou de garder ce lien aussi longtemps parce que c'était pas forcément écrit qu'on allait garder contact. Il y a des gens que je revois parce que je suis aussi bénévole donc au Siemens Club que je suis amenée à revoir pas régulièrement parce que c'est tellement aléatoire, mais je trouve ça génial d'avoir gardé ce lien-là avec des gens avec qui j'ai partagé des choses finalement qui sont d'un autre monde, on va dire. Voilà, parce qu'effectivement, entre la mer et la terre, c'est pas pareil. Merveilleux. Laure, peut-être un dernier mot par rapport à ça? Est-ce que vous avez toujours des contacts avec ces gens? Oui, et oui, est-ce qu'ils vous envoient alors pas des photos de cargo, parce que je pense qu'ils ont senti que c'était pas du tout mon univers. Et moi, je leur faisais plus parler donc, de l'escale et de leur famille. Et en fait, je reçois des photos d'enfants. C'est-à-dire que, enfin, je pense à deux, c'est pas non plus sans photo, mais 2 marins qui m'ont envoyé à l'occasion des photos de naissance de leur enfant. Ah, super. Donc ça, ouais, c'est touchant. Et je m'étais dit peut-être dans le projet au long cours que j'aimerais bien faire aller peut-être les voir chez eux. Enfin, mais ça, c'est d'autres idées. Ou bien monter moi également sur un cargo pour prolonger un peu ce travail. Ah bah écoutez, Voilà. Donc on aura encore des photos peut-être d'une autre nature. Ce que j'aime beaucoup dans vos témoignages, c'est justement
on a cette sensation, même au Havre, d'avoir perdu le lien avec les marins. Et finalement, il suffit de faire des démarches comme les vôtres. Alors quand je dis il suffit, encore faut-il les faire. C'est pas donné à tout le monde de monter sur un cargo à 19 ans, mais bravo. Et je trouve que garder ces liens intenses avec ces gens, c'est formidable, parce que justement, ça veut dire que ces marins sont vraiment des sujets artistiques, mais aussi des gens comme vous et nous, mais qui veulent avoir ce lien avec la Terre, avec des artistes. Je vais me tourner vers Nikos. Et Nikos a aussi un son certainement qui fait référence à la mer, Mathieu. Oui, qui a été assez spontané quand on lui a demandé de nous illustrer la mer par un morceau de musique. Le choix était vite fait. On pourra encore l'écouter longtemps, celle-là, quand même. Hein. Janis Joplin. Eh oui, Nikos, pourquoi pardon, Nikos Jail, est-ce que je prononce bien le Jail, nom ouais. Jail. Nikos, pourquoi Ça, c'est Janis? un souvenir de petit marin que je suis, de plaisancier. Et quand je navigue sur des bateaux beaucoup plus légers que ceux dont on parle depuis tout à l'heure, qui font que 8 tonnes maximum, et qu'il y a un surf, on part au surf un petit peu de temps en temps sur une vague, et qu'on écoute cette musique-là, la vie est très très belle. Je sais pas pourquoi, je vous y vois bien. Oui. On est à la radio, mais moi j'ai l'image là. Donc voilà, tout simplement. Je ne pense pas que Janis Joplin soit jamais montée sur un bateau. C'est peut-être sans doute pas son univers, mais en tout cas, ça se rejoint bien. Et c'est facile. Alors là, la transition est toute trouvée. On passe de l'image fixe, entre guillemets, la photographie. Vous êtes réalisateur. Vous filmez des gens, et vous filmez notamment des marins, ou du moins des gens qui sont proches du monde maritime. Mais vous ne faites pas que ça, évidemment, Nikos. Pourquoi donc finalement avoir eu un projet autour des marins en tant que réalisateur ? Alors justement, moi je travaillais pour la télévision principalement, donc je réalise des films assez classiques, on va dire. Et là, je voulais sortir et mélanger un petit peu deux matières que je maîtrise un petit peu, qui étaient la photo et le son, mais les séparer. Et donc, ce que j'avais proposé au Siemens Club, c'était de faire ce qu'on a appelé depuis une pomme, une petite œuvre multimédia, qui mélange en l'occurrence des photos. Il y a un peu de vidéo, d'ailleurs je regrette qu'il y ait un peu de vidéo, parce que comme j'en fais tout le temps, en fait, j'en ai marre. Mais et donc, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir, sur des photos, des portraits en l'occurrence, principalement, mettre du son. Pour deux raisons. D'abord parce que parfois je trouve que les expositions photos avec des portraits, c'est super, mais on ne comprend pas trop qui sont ces gens, on n'a pas trop leur histoire, etc. Même si parfois il y a des très bons textes et on comprend le projet du photographe ou de l'artiste, mais parfois on n'a pas assez d'intimité avec la personne photographiée. Et là, j'avais envie de mettre un son, ça aurait pu être un son de mer éventuellement, mais en l'occurrence, je les avais un petit peu interviewés, et j'ai mis, sur ce petit travail, j'ai mis des grains de voix. Et j'avais envie qu'on entende ces grains de voix sur une image très fixe, avec, moi j'ai eu cette impression-là en tout cas, et on l'a fait en exposition à Paris aussi, de mettre donc un portrait, donc là moi c'est une petite vidéo hein, au final, mais d'exposer des portraits et de mettre des petits haut-parleurs à côté des portraits où il y a un peu de son qui sort. Et tout d'un coup la photo, je trouve qu'il y a un effet un peu, je disais stromboscopique ou 3D, puisque je sais pas, je pense que ça parle pas à la même partie du cerveau. D'ailleurs, je regarde un petit peu ce matin un peu de neurosciences, et effectivement, ça ne parle pas à la même partie du cerveau, surtout quand on regarde un portrait. Quand on regarde un portrait, l'œil travaille de telle façon que ça va taper dans une partie du cerveau très précise, contrairement à une image animée, curieusement. Et le son arrive par une autre chimie. Hein. D'ailleurs, c'est une vibration, alors que l'œil, c'est électrique. Enfin bref, tout ça fait que ça donnait une impression que je trouvais intéressante. Voilà. Moi, j'adore ce côté 3D parce que finalement, vous êtes un réalisateur, donc vous faites des films, et là, vous faites une pomme. Alors, j'adore le truc de pomme. Et vous allez chercher chez le spectateur ou autre chose, finalement. Autre chose que la vidéo qui encore une fois, parce que je la pratique pas mal, c'est un flux qui rentre dans la tête direct et qui s'impose un petit peu, qu'on impose en tout cas souvent aux téléspectateurs. Donc là, j'ai l'impression, en tout cas c'était mon ambition, que le téléspectateur, enfin en tout cas la personne qui regarde, le spectateur, pouvait faire ce travail tout seul
et encore une fois qu'il se passait quelque chose dans la tête. Et voilà, dans deux parties différentes, et que finalement, et c'est moins imposer une vision que proposer quelque chose. Proposer à la personne qui regarde, même si encore une fois ce travail est au final une vidéo, mais ça marche très bien en exposition classique. Et il se passe quelque chose, une interprétation personnelle qui justement sort un petit peu de ce qui serait du journalisme un peu classique et un peu autoritaire, et pour aller vers quelque chose de plus libre pour tout le monde. Il y a un côté très poétique et pas du tout voyeur, vous voyez ce que je veux dire, Nikos? Le retour, est-ce que vous avez des retours des spectateurs, des expressions, des gens qui vous disent waouh, j'ai vécu un truc qui allait au-delà de l'image, au-delà du son, parce que l'alchimie des deux a créé un message différent, vous voyez, et je pense, après je vais vous poser la question par rapport au marin lui-même. Est-ce que le marin s'est entendu lui-même? Est-ce qu'il s'est vu et entendu lui-même après, a posteriori? Est-ce que vous avez des retours, entre guillemets? Non. Ah, ça c'est dommage. Non, j'ai pas eu de retour. Je ne sais pas s'ils l'ont vu. À certains, j'ai envoyé les portraits, évidemment, mais pour le coup, portrait, quoi. En revanche, ce que je disais précédemment, c'est quand même des retours de gens qui ont vu et qui regardent et qui étaient assez surpris de cet effet-là, justement, un peu 3D, enfin modestement en 3D, qui n'est pas la 3D justement, donc c'était plus intéressant parce que c'est un peu diaporama de papy, mais revisité, et je trouvais ça assez intéressant. Et donc j'ai eu des retours qui m'ont confirmé, pour certains en tout cas, cette impression-là. J'avais aussi, dans une exposition qu'on avait faite à Paris, il y a une vidéo, j'avais demandé à un des marins, malgaches en l'occurrence, de ne pas bouger. Et puis je voyais qu'il le faisait tellement bien que j'ai enclenché la vidéo. Je n'ai pas pris de photos, enfin j'en ai pris quand même aussi, mais j'ai surtout enclenché la fonction vidéo de mon appareil. Et il bouge pas du tout. Et au bout de 45 secondes, ce qui est très long quand même pour quelqu'un qui pose, il fait un petit mouvement. J'ai dit, on va faire comme un écran photo, comme un tirage photo, mais sur un écran vidéo, au milieu d'autres portraits. Et les gens, quand ils vont passer devant, ils vont voir, parce qu'il y avait un éclairage qui rappelait les photos qui étaient autour. Les gens s'arrêtaient devant comme si c'était une photo de plus. Et puis parfois, quand ils passaient devant, tout d'un coup, la personne bougeait. Et là, il y avait un écho, il y avait comme un moment de recul et une interaction, pour le coup, qui était un peu ludique. Mais au-delà de ça, qui faisait rentrer un peu ce marin de nulle part ou de partout vraiment près des gens. C'est comme s'il sortait de l'écran à ce moment-là. Formidable. Moi, je trouve, alors, on est à la radio, mais je trouve qu'on a tout de suite cette sensation de mouvement. Ça doit être extraordinaire. C'est peut-être. Non. Oui. À l'instar de ce que j'ai posé comme question vis-à-vis de la photographie, comment on présente un tel projet aux marins et comment ils entrent en résonance avec vous au niveau de justement la prise de son? Et une deuxième question aussi, c'est qu'on en a parlé ensemble, filmer un marin russe ou ukrainien, c'est pas filmer un Philippin. Hein, et je pense qu'au niveau du son, ça doit être aussi quelque chose. Ouais, je confirme. Au-delà de la langue, les Russes sont moins anglophones que d'autres et ils sont de cette généralité, ils sont un peu rugueux, beaucoup plus que les Philippins, évidemment, ça a été souligné, que les gens plus du Sud, on va dire. Un Ukrainien, alors oui, j'ai eu une rencontre avec un Ukrainien qui était très sympa parce que je me suis dit avec les Russes, je ne vais pas y arriver. Ils me regardaient de telle manière que je ne pouvais même pas m'approcher d'eux, hein, tellement ils allaient me mettre une tarte, quoi. Et puis j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un Russe, qui était ukrainien. Et il a débarqué avec c'est au Havre, hein, bien sûr, il a débarqué avec tout un équipage de Philippins. Et je trouvais qu'il s'est philippinisé un peu. Et du coup, il était accessible et j'ai pu l'attraper à ce moment-là et lui proposer qu'il me raconte un peu son histoire, qui était d'ailleurs compliquée parce que il y avait la guerre dans le Donbass et de ça, donc il avait quand même une histoire de fuite. Un de ses frères était mort au combat. Enfin bref, il avait aussi lui-même une ligne de fuite à travers ce boulot-là. Sinon, donc j'ai passé quelques jours au Siemens Club du Havre. Et je sautais un peu sur les marins pour leur proposer qu'ils me racontent, et je leur disais que j'étais curieux d'eux parce que, encore une fois, mes premières navigations partaient du Havre d'ailleurs, et je voyais ces bateaux, et une fois on a dématé en plein dans le rail, et on voyait ces bateaux
sans vraiment voir de gens à bord, voilà, tout en sachant qu'il y en avait. Donc il y a toujours un mystère quand on est sur un petit bateau, on se dit mais qui sont ces bateaux, qui sont ces gens sur ces bateaux. Et donc j'étais curieux de leur histoire, et je pense qu'eux étaient curieux que je sois curieux. Et intéressé finalement de voir que c'est quand même un drôle de destin pour certains d'entre eux. C'est quand même, même s'ils vont peut-être dans les ports, ça dépend quand ils sont en mer du Nord ou Manche et mer du Nord, mais parfois ils partent en Amérique latine d'un coup. Et là, je vais dire une bêtise peut-être, mais c'est 3 semaines sans doute de mer, une petite escale, ils repartent, et c'est des missions de 9 mois pour certains d'entre eux. C'est très long, et on se dit mais comment ils partent de chez eux pour 9 mois? Et j'ai toujours eu l'impression que, et dans les rencontres que j'ai pu avoir avec eux aussi, c'était qu'on recollait un peu des morceaux d'eux-mêmes qui étaient partis, qui étaient restés soit au quai. Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'eux, un bout d'histoire qui s'efface en mer. Et je me suis dit, on va essayer de leur faire parler de cette histoire-là, pour recoller, je ne suis pas psy du tout, hein, mais pour recoller en tout cas des morceaux. Et en tout cas, c'est, je pense, ça qui les a intéressés assez facilement, voilà, pour raconter ces tranches de vie, plutôt chez les anciens d'ailleurs que chez les plus jeunes, peut-être parce qu'ils avaient moins d'enjeux, j'en sais rien, mais voilà. Ah, je trouve ce que vous nous dites, Nico, je trouve ça magnifique et très poétique à la fois, parce que il y a un côté un peu dramatique. Ce sont des gens qui vous racontent leur vie finalement, un peu comme vous savez les gens qui écrivaient pour les analphabètes, ou les gens qui ne savaient pas écrire, et les conteurs publics, ceux qui rédigeaient à la place d'eux. En tant qu'artiste, cette démarche vis-à-vis du marin, est-ce que, parce que vous avez travaillé évidemment avec des terriens, est-ce qu'il y a une différence finalement dans cette confiance à vous parler et à vous dire un peu tout le déroulé d'une vie parfois? Est-ce que vous avez senti que le marin, il n'est pas pareil que les autres finalement, au moment où il s'ouvre, il vous ouvre toute sa boîte, quoi. C'est ni vivant ni mort, hein, marin, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Là, ce qui était compliqué en l'occurrence, c'est que ces marins ne restaient pas très longtemps. Et avec un terrien, on peut le voir, le revoir, on peut ne pas prendre de photos tout de suite, on peut établir un contact. Là, l'exercice que je m'étais imposé en tout cas, ou qui s'était imposé un peu tout seul en l'occurrence, c'est que j'avais peu de temps. Ils arrivaient par la navette du Seamen's Club. Parfois, j'étais dans la navette pour gagner un peu leur confiance et avoir quelques minutes de plus. Mais il restait un jour, quelques heures parfois simplement au club. Donc c'était un peu compliqué. Et on n'avait pas accès du tout au bateau. Je crois que j'ai dû faire une visite, mais sans appareil. C'était très compliqué l'accès. C'est encore plus compliqué maintenant, je crois. Et ça, c'était un peu dommage. Du coup, voilà, la grande différence, c'était le temps, l'absence de temps. Et pour moi, il fallait que je puisse en convaincre avec très peu de temps, avec quelques heures. Hein, voilà. Donc, et certains jouaient, certains étaient au piano, certains faisaient une activité qui me permettait de rentrer un peu en complicité, ou en tout cas pour les attraper. Sinon... ouais, non, en tout cas, de mon point de vue, il y avait une grande humilité dans le sens où on dit, ouais, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Et donc, mais comme on peut l'avoir avec plein d'autres gens, parce qu'on rentre un petit peu dans leur intimité, et donc c'est toujours un peu compliqué. Mais avec ce plaisir de voir que certains avaient envie de se raconter. Écoutez, moi j'encourage tous nos auditeurs et puis le public ici présent à aller écouter et voir le travail réalisé, parce que c'est absolument exceptionnel. Merci beaucoup Nikos pour ce témoignage. Je trouve qu'il est très empreint d'humanité. Je trouve que c'est magnifique. Mathieu, on a certainement un nouveau son à partager, puisque je vais passer la parole à Cécile Rénal, qui est sculptrice. Tout à fait. Alors, c'est parti. De faux marins, je vois leur petite navigation, leurs yeux perdus pour rien au loin, leurs petits meurtres clandestins, je vois la fausse ivresse dans leurs gestes, la fausse houle dans leur
Je vois que tu cherchais sur ce titre, il était moins évident. Effectivement, mais par contre, il est tout aussi prenant. Hein. Tout à fait. Nous avons écouté quoi, Mathieu ? Eh bien, c'est Philippe Léotard, avec un morceau qui s'appelle « Jeune fille interdite ». Je crois qu'on va être obligé de faire une bande originale de la table ronde, tellement c'est bon. Hein. Cécile Rénal, vous êtes sculptrice et vous êtes enfermée aussi pendant de très longues semaines sur un porte-conteneur, ce qui a valu des magnifiques sculptures qui sont exposées aujourd'hui au Porte Center. Mais vous voudriez peut-être commencer votre témoignage par une lecture, puisque vous avez écrit un journal de bord qui a été publié. Et donc, peut-être les premiers mots seront une lecture, ce qui serait pas mal intéressant, je crois. On y va. 14 avril. S'accrocher à la sculpture prend ici un sens très incarné. Le tangage permanent et doux du navire, sur une mer pourtant très calme, m'oblige à bloquer les sellettes qui glissent sinon elles aussi. Une jambe calée contre la structure, comme chacun ici, cherche des appuis sans même y penser. Les portraits des hommes du bord s'annoncent solidement ancrés, adossés, posés, fragmentés. Puis suis montée sur la passerelle pour commencer le portrait de Cyril, second capitaine. Il me raconte les torsions et résistances d'un porte-conteneur frôlé quelques heures par un typhon, son émotion pour une première baleine aperçue en navigation, son adolescence à Cherbourg, ses retours à Marseille. Je travaille par bribes, parfois une tête ou un buste. Ne pas faire dire à la sculpture ce qu'elle n'a pas à dire, ne pas faire parler l'acier. Même si un jour, plus tard, à terre, j'apprends par mon ami chaudronnier qu'une barre d'IPN est constituée d'une âme et de 2 ailes. L'âme est soumise à de possibles voilements. Ce risque de voilement est compensé par des raidisseurs dénommés ailes dans le cas de l'acier. Les ailes de l'acier. Sur les bateaux, les structures doivent fléchir, ployer, se tordre, peuvent grincer, gémir, claquer, mais surtout sans se briser. Je me souviens du récit de Cyril et de certaines tempêtes mémorables durant lesquelles les marins aperçoivent, du tribord de la poupe, le bâbord de la proue. Le chef m'autorise à visiter la salle des machines, ventre du bateau, organisme vivant. Les mécaniciens s'y transforment en chirurgiens minuscules, montant et descendant le long de ce système organique saturé de couleurs. Ils œuvrent dans un vacarme permanent dont on ne perçoit qu'un ronronnement continu sur le navire et qui rend sourd ici à tout autre son. 24 avril. Christian, ouvrier machine, par choix, dit-il, cultivé, grand voyageur au-delà de son métier, du Grand Nord à la Terre de Feu, aux terres australes et à la Nouvelle-Zélande, parlant plusieurs langues, moins l'anglais, dit-il. Sa voix roule côté sud de la France. Il a cessé de prendre des photos lorsqu'il s'est aperçu qu'en fermant les yeux, il pouvait déplacer sa mémoire dans les espaces de son choix. Vastes et sans nostalgie sont ses souvenirs. Il est venu aujourd'hui dans l'atelier avec sa clé, chargée cette fois encore de photos d'orques, d'éléphants de mer, de sternes, de cormorans et de sourcils noirs. Les siens sont gris, sur des yeux bruns, très bruns. A priori, rien ne distingue une gueule de marin d'une gueule de terrien. Mais se nommer marin, c'est se couvrir d'écailles et de sel plutôt que de plumes et de poussière. C'est se vivre par l'aventure encore possible, la solitude encore choisie. Faire les portraits d'un équipage, ce serait faire celui de visages souvent fatigués, de tous âges. Représenter un marin n'existe pas. Hors des signes vestimentaires, rien ne distingue un marin d'un terrien. Explorer les visages et les figures est dérisoire, essentiel et fragile. Nous voyageons sur le globe. Je voyage en modelant les visages et les histoires des choses et des gens. Et je fuis. Bon, voilà, c'était une introduction. Je trouve que vous êtes même ému de lire ces mots magnifiques. Bravo, en tout cas. Je trouve que c'est d'une beauté. Ça nous emmène. Je trouve que c'est très lyrique. Et c'est à l'image de vos sculptures. Encore une fois, nous sommes à la radio. Venez au Porte Center voir ces sculptures qui
qui vous saisissent. C'est assez spectaculaire. Moi, je trouve que ça vous hérisse les poils. Et ma première question, c'est évidemment, on voit la qualité de vos mots, on voit la qualité aussi de votre aptitude, je dirais, votre appétence humaine à vouloir transcrire toutes ces émotions. Comment une sculptrice travaille sur un bateau? Vous avez déjà expliqué qu'il fallait de la stabilité. Il faut du temps. Et comment on fait, tout simplement? Comment on fait en tant que sculptrice quand on est sur un bateau? Eh ben, on y va. On y va avec quelques centaines de kilos d'argile, avec un environnement humain préalable, en l'occurrence une association qui œuvre à toute la dimension relationnelle avec les armateurs et administrative. Et voilà, c'est quand même, Nikos, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même assez compliqué actuellement. Il y a des mesures de sécurité drastiques. Les marins sont invisibles dans les villes parce qu'en fait, on a fermé les ports. Et voilà, donc on y va, on écoute un peu, on regarde un petit peu ce qui se passe pendant quelques heures, mais pas trop longtemps quand même. On se risque. Il faut se risquer un peu à un geste qui nous échappe. Je pense que le fait de partir de temps en temps, assez régulièrement, de mon atelier dans lequel j'ai une sorte d'habitacle plus confortable et plus sécurisant pour la sculpture. La sculpture, c'est très incarné, c'est très matériel. Je pense que partir ailleurs, c'est évidemment partir ailleurs. Et quel plus grand ailleurs que la mer? Quel ailleurs nous fait plus rêver que la mer, à part l'espace et la montagne? Mais voilà, c'est un ailleurs immense où tous les possibles peuvent advenir. En tout cas, c'est la légende. Et puis, le désir de rompre avec sa zone de confort et d'être surpris par son propre travail. Et donc, partir avec de la sculpture, avec de la terre sur un porte-conteneurs, c'est forcément contraindre son geste. Il y a de nouvelles contraintes qui apparaissent, dont celle de l'équilibre. Et on avait eu une discussion, Yann, sur les sens. Et il y a un sens qui est à l'œuvre sur un bateau, qui est peut-être la différence principale existentielle entre les marins et les terriens, c'est l'équilibre. C'est qu'un bateau, le sol est mouvant. Il n'y a pas de sol. Et même un porte-conteneurs, qui est une machine quand même, une masse comme ça, assez stable, s'il y a du vent ou s'il y a de la mer, c'est plus stable du tout. Et donc, j'ai été contrainte à des... En fait, l'espace du bateau, et puis un porte-conteneurs, c'est très grand, mais c'est minuscule, puisque tout est consacré à porter des boîtes. L'espace pour les êtres humains et l'espace pour les choses un peu annexes sont vraiment petites. Donc moi, j'avais des tout petits espaces et j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des équipages qui m'ont fait la place, qui m'ont donné accès au château, qui m'ont donné accès à la salle des machines. J'ai pu travailler partout sur le cargo, ce qui a créé un lien finalement très particulier. Quand j'entends les témoignages de mes camarades de cette émission et de cette expo, c'est que j'ai fini par faire partie de l'équipage. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une telle quotidienneté dans les espaces de vie, dans la proximité humaine, parce que faire une sculpture, eh bien, c'est du temps. Et c'est du temps que l'on se donne. On se le donne, ce temps. Pour que la sculpture puisse exister, je ne claque pas des doigts pour faire une sculpture. Donc évidemment, c'est du temps et c'est du récit. Et j'étais tellement... Quand même, j'étais un peu subjuguée par leur récit de vie. Il y a toutes sortes de raisons d'être marin. C'est ce que j'ai découvert. Et il n'y a pas les marins. D'ailleurs, il n'y a pas les terriens. Ça n'existe pas. Il y a juste un sol et voilà, il y a juste des sols, des géographies, mais il n'y a pas des êtres humains qui correspondraient comme ça à des espaces. Par contre, il y a des récits singuliers. Moi, j'ai rencontré des marins qui m'ont
fait comprendre que parfois on fuyait. On était marin parce qu'on pouvait s'échapper de quelque chose. Parfois on était marin parce qu'il y avait une filiation, un rapport à l'histoire de son père, son grand-père, ses ancêtres, qui faisait qu'il y avait des familles de marins ou évidemment de pêcheurs. Enfin, moi, je n'ai pas rencontré les pêcheurs, mais voilà comment on fait. Moi, je trouve ça absolument fabuleux, votre témoignage. C'est vraiment des expériences de vie uniques, finalement. Un marin est un homme, une femme, et c'est une vie, c'est une trajectoire, avec des cassures, avec des beautés. Et vos sculptures, elles transpirent tout ça, je trouve. Et je veux continuer à comprendre. Vous aviez un petit atelier, donc on reproduit un petit atelier dans un endroit du porte-conteneur, et on fait comment? On va voir un marin et on lui dit « Tu vas rester là pendant des heures, le temps que je te sculpte », ou je ne sais pas comment on doit dire ça, hein. Et pendant que vous travaillez, il parle, et ces paroles vont influencer la manière dont vous allez sculpter. Est-ce que c'est ça, ce cheminement d'artiste pendant près de 3 mois? Bon, il y a beaucoup de questions dans votre question. Oui, je suis désolé, mais vous avez le temps de répondre, ne vous inquiétez pas. Vous me forcez à être bavard. Bah oui, mais c'est formidable, donc allez-y, je vous en prie. En fait, tout dépend évidemment du commandant. Et j'ai vraiment eu la chance de tomber sur un homme d'abord d'une grande culture et qui connaissait très bien, par son expérience professionnelle, la solitude et la difficulté de communication sur des équipages multilingues, où il y a un anglais un peu technique, un peu basique, qui permet à tous de se comprendre pour travailler. Mais dans la relation ensuite, ça peut être un peu compliqué quand vous avez à la fois des marins ukrainiens, roumains, français, espagnols. Voilà. Bon, là, il n'y avait pas de Philippins sur la ligne sur laquelle j'ai embarqué. Ce qui m'a d'ailleurs permis de comprendre que les Philippins, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Nikos, eux, ils peuvent embarquer entre 9 et 12 mois d'affilée. Ils sont les ouvriers de la mer, hein, et certains disent les esclaves de la mer, donc qui constituent 80% de la flotte internationale. Et voilà. Et moi, je ne les ai pas rencontrés, les Philippins, puisque je suis montée sur une ligne où ils n'étaient pas là. Et en descendant, c'est une des 2 œuvres que j'ai réalisées à terre. C'est un hommage aux ouvriers de la mer, aux marins philippins, qui sont encore plus invisibles pour moi du coup que les autres. Le capitaine qui m'a accueilli, dès qu'on a fini les manœuvres de départ, qu'on s'est retrouvé en mer, c'est-à-dire le lendemain, m'a proposé de rencontrer l'intégralité de l'équipage, ce qui était exceptionnel, parce qu'il y a de temps en temps des moments où ils sont tous sur le pont, mais en général, ils sont à leur poste respectif. Et ça tourne comme ça. Donc, à cause de vous, Cécile, à un moment donné, il y a eu un bateau où il n'y avait personne aux commandes, quoi. Je pense qu'ils ont quand même géré la situation. Peut-être pas très longtemps, mais à un moment donné, on a eu quand même... C'était pour la bonne cause. Ça a duré très peu de temps. D'accord, vous me rassurez. Donc excusez-moi, je vous ai coupé. Et donc, ils m'ont offert un écran, la possibilité de projeter quelques photos de sculptures existant auparavant et de pouvoir répondre un peu à leurs interrogations en français et en anglais. Et donc là, j'ai pu dire que j'étais là pour un temps incertain, parce que je ne savais pas combien de temps j'allais rester sur ce... Je savais que j'allais faire au moins une rotation, mais finalement, j'en ai fait 3. Mais que j'étais là, avec ma terre, mes outils, et que j'étais là pour les écouter et pour faire leur portrait. Mais qu'évidemment, ils étaient libres de venir me voir ou pas. Enfin, voilà. Et la première personne qui m'a dit « je viens », c'est le commandant. Ah oui, d'accord. Et alors là, il a ouvert un champ des possibles à l'intérieur de cet équipage d'une 30aine de marins. Et il m'a donné l'autorisation. Donc ils m'ont octroyé un espace qu'on appelait la cabine Suez, qui était sur le pont supérieur et qui était... sur ce cargo qui était fait éventuellement pour passer le canal de Suez. C'était une petite cabine de 4 bannettes pour accueillir les pilotes qui faisaient passer le canal de Suez. Et comme on allait aux Antilles, évidemment, il n'y avait pas de pilote pour le canal de Suez, donc on a dégagé les matelas des bannettes,
Et ce sont les bannettes qui m'ont servi de support des sculptures. On a entreposé là le matériel pour travailler. Et le commandant m'a dit de venir travailler pendant qu'il était à son poste dans la cabine de navigation, enfin dans le château. Et ensuite, le chef mécano m'a dit que je pouvais, si je n'empêchais pas la circulation des travailleurs, que je pouvais venir m'installer aussi dans la salle des machines. J'étais allée à bord avec des sellettes à roulettes. Mais je vais toujours avec mes sellettes à roulettes. De toute façon, que j'aille sur un bateau ou ailleurs, j'ai du matériel nomade, en fait. Écoutez, moi, ça me parle énormément. Je trouve ça fabuleux. Et encore une fois, par rapport aux démarches artistiques précédentes, on a le temps, là, un peu plus, quand même. Je ne sais pas combien de temps prend pour sculpter un portrait comme vous le faites. Ce n'est pas l'instantanéité d'une photo, ce n'est pas la prise de son rapide que Nikos devait faire parce que le temps l'était compté. Là, vous aviez le temps. On prend combien de temps pour faire une sculpture comme vous en faites une à bord d'un cargo ? C'est pour ça que je suis partie sur un bateau. C'est parce que le temps est déplié autrement et j'essaie d'aller dans des endroits où le temps se déplie autrement. Et le bateau, pour ça, était formidable. Et ça permet de démarrer une sculpture sur un temps de pause d'une des personnes et puis de dire on se retrouve demain, ou on se retrouve dans 3 jours, ou on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, on se retrouve quand tu as de nouveau 1 heure ou 2 heures ou 3 heures à offrir à l'immobilité, mais aussi à la confidence. Et j'ai beaucoup aimé, quand vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas des psys du tout, mais n'empêche qu'il y a une telle disette de relations humaines sur un cargo, les marins. Alors, est-ce que c'est l'espace ou est-ce que c'est... mais c'est des taiseux quand même. Hein. Et les principales conversations... c'est comme dans les films, hein. Vous regardez Master and Commanders, c'était pareil au 17e. La conversation, ça tourne autour du bateau, du temps, de la météo, du bateau, de la sécurité des boîtes. Enfin, c'est quand même... voilà. Et là, on avait des échanges plus amples. Plus personnels aussi, beaucoup plus personnels. Et le processus, il est toujours... j'ai toujours l'espoir que en travaillant avec des mains un peu en navigation automatique, comme ça, la sculpture va se nourrir des récits sans illustrer, sans vouloir dire vous voyez, là c'est le fils d'un commandant et le petit-fils d'un commandant et l'arrière-petit-fils d'un commandant, mais lui par contre c'est un voleur qui doit beaucoup d'argent et qui ne veut pas les rendre. Enfin, vous voyez, j'ai essayé de ne pas être dans une illustration de cet ordre, mais par contre... De rendre compte de la singularité. À chaque fois, c'est mon espoir. C'est que, enfin, vraiment, je n'ai pas rencontré les marins. Voilà, j'ai pas rencontré les marins, mais d'ailleurs, je n'ai jamais rencontré les terriens. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai appris. Formidable. Je crois qu'on pourrait rester encore des heures à vous écouter, mais je vois que le temps file et j'ai toujours pas donné la parole à Éric Salin et Mathieu a hâte de lancer le son de Éric, je suppose. Oui, et il s'agit, je crois, d'une création. C'est-à-dire là, c'est vraiment quelque chose d'exclusif que voilà, donc ça, c'est en exclusivité ailleurs. pour les gens qui nous écoutent. Je vais le laisser un petit peu en fond sonore le temps de présenter Éric. Mais Éric, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette création sonore ? Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très émotif comme personne. Donc je suis chargé de tout ce que vous venez de dire, ça me parle. Je vais essayer de faire écho à tout ce que vous avez dit parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font penser au travail que l'on mène au sein des différents Siemens Clubs, donc je vous en remercie.
Donc je suis vraiment chargé comme un cargo là, de tout ce que vous venez de dire, et j'espère que je vais arriver à manœuvrer sereinement devant vous. En tout cas, je en vais votre prendre... qualité d'ex-marin aussi, Voilà. donc je pense qu'on est entre de bonnes mains. Exactement, donc je vais appliquer les techniques d'un marin, c'est-à-dire tranquillement, je vais manœuvrer avec vous et ceux qui sont présents ici. Merci. Alors cette exposition que l'on a faite, elle avait été faite dans le cadre de l'Armada en 2019 et on avait rencontré les marins. Désolé. Hein. On était allé donc avec un photographe, un preneur de son et un graphiste. On avait embarqué sur un vraquier. Et on a suivi donc un équipage sur toute la remontée de la Seine. Et on a fait donc un mixage et cette exposition s'est appelée 74 000 parce qu'en fait il y a 74 000 entre la prise de pilote et l'arrivée à Rouen. Donc je vais commencer à faire écho au travail que vous avez tous fait individuellement là. Je vais commencer par Nikos. On a effectivement eu cette envie de faire parler les portraits qu'il y avait. Donc, on avait 3 Philippins et il y avait la possibilité de les entendre expliquer leur métier. Donc, si on écoutait encore la bande, on les écouterait expliquer quels sont leurs métiers, pourquoi ils sont à bord, quels sont leurs besoins et voilà. Donc, voilà pourquoi cette exposition. Et chacun d'entre vous a vécu effectivement cette rencontre avec les marins, les difficultés qu'on peut avoir donc avec certaines nationalités, notamment les nationalités des pays de l'Est, où effectivement l'approche est difficile. Alors j'ai eu la chance d'avoir un Russe qui a travaillé auprès des marins et qui m'expliquait que sourire quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est douteux. C'est-à-dire que si je vous fais un grand sourire, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Donc effectivement, pour eux, c'est nécessaire de l'entendre. Voilà. À partir du moment où ils entendent parler russe, c'est eux qui sourient. Voilà. Donc c'était assez... je vois que vous avez le micro. Vous voulez non, pas du tout. Mais bon, voilà. Après, les Philippins, oui, ils adorent être pris en photo et c'est vraiment un plaisir. C'est une porte ouverte pour pouvoir travailler avec eux. Donc voilà. Donc moi, je ne suis pas artiste. Hein. Je suis un ancien navigant. J'ai navigué une dizaine d'années et aujourd'hui, je m'occupe du Seamen's Club de Rouen, pas celui du Havre, mais on travaille ensemble. Hein. Et voilà. Et on en a beaucoup entendu parler. Je crois que vous êtes aussi le président de l'association rouennaise des Amis des Marins, capitaine d'armement adjoint d'Aropa Port de Rouen. Sans des gens comme vous, les artistes autour de cette table, ils ne peuvent pas transformer leur projet. Vous êtes aussi cette passerelle indispensable parce qu'on est dans un monde dur, difficile d'accès, où les contraintes de sécurité sont de plus en plus drastiques. Comment le Seamen's Club et l'association travaillent en relation avec les armements et les armateurs pour pouvoir donner un accès aux artistes comme vous le faites? Là, pareil, je remercie vos expériences, voilà, tout ce que vous avez vécu, les difficultés d'aller à bord, etc. Donc ça fait un point d'étape pour notre travail au sein du Seamen's Club. Là. Et en réalité, il y a des partenaires qui sont présents et vers qui on peut s'adresser. Donc on a cité les commandants, oui effectivement, en fonction des personnalités des commandants, pour ceux qui ont navigué, voilà, en fonction d'un commandant, eh bien, la tonalité du bord, l'ambiance générale était différente. Et effectivement, il peut y avoir des personnalités qui vont être plus ouvertes à la culture et autres. Ensuite, il y a quand même des partenaires, donc ma fonction, mais il y a les agents maritimes, qui peuvent être un relais assez important parce que c'est le premier contact avec le commandant et l'agent maritime, en règle générale, pour ceux que j'ai rencontrés lorsque j'ai navigué, il y a un côté amical où on les rencontre régulièrement, on peut plaisanter avec eux, etc. Et ils ont le plaisir de leur offrir quelque chose de différent. Donc on travaille beaucoup avec les agents maritimes pour leur expliquer le projet qu'on va aborder juste après. Après, il y a les pilotes aussi. Les pilotes, c'est un relais. Ils sont pendant un moment avec les marins, ils vont discuter, ils vont échanger avec eux pendant toute la remontée de la Seine. Et en fait, c'est la porte d'entrée de la France. Donc, il y a cet échange et on travaille aussi avec eux. Et pour moi, ce qui se passe, c'est que finalement, quand le bateau arrive, on a perdu ce temps
et vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que tout va très vite. On enchaîne les douanes, on enchaîne l'exploitant qui va être là, on va enchaîner tout un tas de charges administratives, la gestion du bateau. Et finalement, on ne laisse pas ce temps de discussion et d'échange qui va permettre de créer et d'amorcer ce lien social qui, petit à petit, se dégrade. Mais comme vous l'avez dit, il se dégrade un peu partout. Voilà. Et là, on a pu le voir, on manque de relations sociales. Et ce qui me paraît assez formidable, c'est que lorsqu'on rencontre quelqu'un et que de nouveau ce lien social se crée, merci. Là, vraiment, merci beaucoup. Là, vous êtes très fort quand même, parce que faire sonner au moment où vous parlez, là, je trouve que c'est quand même balèze. Et donc, et c'est pas un montage, hein. Pour ceux qui nous écoutent, on est vraiment au Port Center et il y a vraiment des bateaux qui sont en train de... Et c'est vrai qu'on avait prévu des sons de cornes de brume, mais on ne les utilise pas. C'est pas beau, ça? Et donc, du coup, le lien social, dès qu'on a l'opportunité de l'avoir avec des personnalités avec qui on va s'entendre, ça nous donne une énergie assez incroyable. Ensuite, il y a pas mal de choses que j'ai pu voir aussi, c'est le regard. C'est le regard qu'on peut porter sur quelqu'un. Comment on va lui transmettre ce regard, quel temps de regard on va lui donner. Vous comprenez pourquoi les marins sont taiseux, parce que dès qu'on vient un peu gratter, on voit que c'est des gens qui ont beaucoup d'émotions. Alors... Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, on a du temps. Ici, on est dans regard croisé et on a la culture qui monte à bord et qui vient vers le marin. Oui. Moi, j'ai une question, c'est que le métier de marin était un métier fantasmé parce qu'on allait découvrir les mers du monde, mais surtout, on avait des escales longues et donc, comme l'a rappelé Cécile, on est devant des gens excessivement cultivés, qui connaissent énormément de choses et qui, à chaque escale, emmagasinent un peu plus de connaissances. Aujourd'hui, les escales sont de plus en plus courtes, on est de plus en plus éloigné de la ville. Est-ce que vous avez encore cette opportunité de faire découvrir des choses culturelles à des marins dans le temps d'escale qui leur est dévolu? Est-ce qu'ils demandent d'aller voir le musée? Est-ce qu'ils demandent de comprendre l'architecture de la ville du Havre? Ma question est peut-être incongrue, mais je trouve que... Est-ce que vous avez encore cette fonction aussi de faire découvrir la culture de l'escale, finalement? Alors, je vais terminer sur la notion du regard qui va répondre à ce que vous dites. Et c'est comme ça que je perçois les choses. C'est-à-dire, à partir du moment où vous donnez le regard à l'autre et que vous l'invitez à partager une relation, il va s'ouvrir, il va vous partager un certain nombre de besoins. Voilà. Si vous ne lui accordez pas ce regard ou si vous lui donnez uniquement une attention administrative, ce qui est normal, hein, les temps d'escale sont très courts, à ce moment-là, il y a un lien qui se crée et cette personne va vous ouvrir des opportunités sur ce qu'il ressent. Voilà. Mais bien sûr, tout ça, ça demande du temps et ces embarquements sont précieux. Ça demande du temps. Ensuite, et pour pouvoir le faire, nous, l'avantage que l'on a à Rouen, c'est qu'on a un port à marée, on charge des céréales, et lorsqu'il pleut, on arrête les chargements. Donc ça permet à des marins de venir plus régulièrement nous voir, et c'est là où le lien va se tisser. Il va se tisser au fur et à mesure. On va pouvoir discuter avec eux, on va pouvoir prendre le temps, on va montrer qui on est, etc. Mais ça, c'est lié à toutes les relations que l'on a entre nous. Il faut du temps, voilà. Il faut vraiment du temps. Et à ce moment-là, ils vont nous demander, là, en ce moment, il y a la cathédrale de Rouen, il y a des sons et lumières, donc on va pouvoir les emmener découvrir ça. Voilà. Et parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une notion de partage. Je prends du plaisir lorsque je découvre quelque chose à plusieurs, et d'autant plus si quelqu'un fait partie de la ville, etc. Mais avant de m'engager, je prends le temps de rencontrer la personne. Donc c'est pour ça que ces personnes qui ont eu l'opportunité d'embarquer, c'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux, parce que pour ceux qui ont navigué à la passerelle, lorsqu'on est au milieu de l'Atlantique, on écoute de la musique, et à ce moment-là, on va échanger sur nos passions, sur ce que l'on aime, etc. Moi qui ai navigué, on parlait jardinage avec mes collègues. Qu'est-ce que tu as mis dans ton jardin? Comment tu tailles un rosier, etc. Voilà. Il y avait autre chose à partir du moment où on engageait une conversation ensemble. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur la notion du regard qui, finalement, n'a pas besoin d'être multilingue. Et c'est pour ça que j'aime le travail qui est fait artistiquement. Pourquoi? Parce que, finalement, on a parlé que les marins étaient taiseux. Entre nous,
on échange à nos difficultés, etc. Ça reste quand même pas courant. Mais ça s'est compliqué avec les différences de langue, les différentes nationalités, des approches sociologiques qui peuvent être différentes, etc. Et je trouve que le travail des artistes va permettre de lier toute la partie psychologique, c'est-à-dire comment je perçois les choses et du coup quel accent je vais mettre sur telle particularité de la journée, sur quand je fais la sculpture, eh bien, je vais être plutôt sensible à telle sculpture parce qu'elle m'évoque quelque chose. On n'arrive pas toujours à le verbaliser, mais rien qu'en visualisant, en pointant du doigt quelque chose qui nous touche, eh bien, on dévoile une partie de ce que l'on est à l'instant. Et donc, c'est pour ça que j'aime ce travail directement auprès des marins. Voilà, vous avez une autre question? Je vais juste dévoiler un secret. Il y a un moment fort quand on traverse. Moi, j'ai eu la chance aussi de traverser 2 fois l'Atlantique sur des navires. C'est le fameux karaoké où là, le caractère taiseux s'efface, où vous devez apprendre à chanter philippin avec un gros qui vous pousse et un petit qui vous encourage. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon expérience. Et il y a eu le avant et le après karaoké. Et je trouve que culturellement, on ne parlait pas la même langue, on n'avait pas la même histoire, évidemment. Moi, j'étais un simple étudiant qui traversait. Et est-ce que ma question, c'est peut-être à travers cette anecdote du karaoké, mais comment on vit la culture quand on est embarqué? Comment, aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux, vous avez Internet. Quand vous étiez marin, peut-être, Eric, il n'y avait pas Internet. Est-ce qu'on emmène son lot de bouquins et on refait Tolkien sur une traversée? Comment on vit la culture quand on est à bord? Alors, je ne peux pas représenter l'ensemble de la communauté des marins, c'est votre expérience mais personnelle. pour moi, en tout cas, il y avait une sorte de jubilation pour moi. Moi, j'ai navigué avec des Portugais, j'ai navigué avec des Philippins, j'ai navigué avec des Malgaches. Et à chaque fois, il y avait une sorte de jubilation. Oui, ça y est, je vais pouvoir discuter avec eux, je vais être en contact. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui ne parlait pas ma langue, j'avais un emballement. Voilà. Bon, la difficulté, c'est que j'ai toujours eu un niveau d'anglais assez rudimentaire et il m'est arrivé des circonstances qui m'ont conduit à une incompréhension, mais finalement, ça faisait plus rire tout le monde. Je voulais juste revenir sur le karaoké. Pour ceux qui font du chant, ils doivent savoir ce que c'est de chanter. Parce qu'on va chercher au fond de soi. Et donc, c'est toujours aussi un côté j'exprime ce que je suis à cet instant et j'y vais quel que soit mon niveau de chant. Et ça, c'est très fédérateur. C'est très fédérateur et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'exprime pas ses sentiments, on ne le fait pas. Mais à travers une action qui est le chant, on va proposer quelque chose de ce que l'on est à cet instant. Ah, j'aime beaucoup ce que vous dites. Allez-y, je vous en prie. Évidemment, c'est le moment, justement. Là, on va pouvoir faire du ping-pong, là. Je ping-pong Allez-y, avec Cécile, Eric sur le chant des marins. 26 mai, un soir, un peu avant les Açores, un barbecue pour fêter le départ en retraite du chef, entre piscine, boîte et nuit. En fin de soirée, quelques hommes chantaient, tragiques ou hilars, couvrant plus ou moins les bruits du navire, et me suis mise à chanter avec eux. Chanter au milieu de nulle part, pour nul autre que le chant. Un monde où les marins ne chanteraient plus serait parfaitement insipide et blafard. C'est un souvenir magnifique fabuleux. De chant. Mathieu, peut-être un petit son, et après j'aimerais peut-être qu'on interroge la salle si on a la chance d'avoir un public, donc peut-être on a des témoignages ou même des questions, n'hésitez pas. Mais avant, j'aimerais quand même que tu mettes un petit son de mer, s'il te plaît. Un petit son de mer, un petit son qui m'évoque la mer, c'est ma ça, carte blanche. Voilà, ah oui, j'aime bien ça. Je mets un petit son, comme ça permet de préparer la suite et notamment le micro pour passer dans le public. Merci beaucoup. De l'endroit où je suis, on voit des bras de mer qui s'allongent, puis renoncent à mordre dans la terre.
Voilà, c'était ma petite carte blanche, mais j'aime beaucoup ce morceau. C'était Yann Tiersen avec Dominica, avec un morceau plus contemplatif sur le paysage maritime. Mais, merci beaucoup, voilà. Mathieu. Mais de rien. Du coup, c'est bon. Alors, on a le J'ai un micro. N'hésitez surtout pas. Alors voilà, j'ai déjà une dame qui veut à tout prix s'exprimer, et tant mieux. S'il te plaît. Comme ça, c'est bien? Allez-y, c'est parfait, madame. Écoutez, je vous remercie vraiment de vos témoignages et puis de vos actes artistiques. Et la musique de Yann Tiersen que vous nous avez fait entendre vraiment accompagne très bien la question qui me trotte depuis tout à l'heure en vous écoutant. Est-ce que vous pourriez chacun dire comment la mer, ça vous a fait quelque chose? Comment elle vous a aussi impressionné? Pas simplement, comme vous l'avez dit, vous êtes allé sur des bateaux pour pouvoir rencontrer des marins, mieux connaître leur vie, leur sensibilité, où ils allaient, d'où ils venaient, et dans un temps long. Mais est-ce que vous pourriez dire un peu, qu'est-ce que d'être là, sur ces bateaux-là, au long cours, dans la mer, ce que ça vous a fait à vous? Merci, madame. C'est une excellente question. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. On va peut-être commencer par Ségolène, finalement. Ségolène, à 19 ans, la mer, ça ne fait pas peur? Enfin, je ne veux pas préempter de la réponse, mais... Non. C'est plutôt quelque chose que j'ai vécu comme un moment de vide total, notamment quand on traverse un océan. Et j'ai un souvenir d'avoir traversé le Pacifique, donc une fois passé le canal de Panama jusqu'en Australie, non, Nouvelle-Zélande, pardon. Pendant 3 semaines, je n'ai vu rien d'autre que l'horizon à perte de vue. Une mer plutôt calme, mais c'était très impressionnant de revenir à terre après, parce que j'étais totalement perdue, j'avais perdu tous mes sens. D'ailleurs, j'ai ce souvenir que je débarquais à Auckland et j'ai fait peut-être 30 mètres et j'ai fait demi-tour, je suis retournée sur le bateau parce que ça grouillait, il y avait des bruits, il y avait des voitures, il y avait des camions partout et j'ai dit non, je ne peux pas. Voilà. Et quand on revoit la côte après tant de temps passé en mer, c'est plutôt déstabilisant. Et j'avais vraiment envie de retourner sur mon cargo qui était en fait un espèce de refuge où on se sentait bien. Et c'est très particulier. Voilà. Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre ça. C'est pour ça que après, ça devient un petit peu comme une drogue, les cargos. On veut repartir pour revivre ça encore et encore. Mais après, sur les autres traversées, j'ai eu un petit peu de tempête, mais jamais... c'était jamais inquiétant, en fait. C'est assez rassurant, un cargo, finalement. Voilà. Laure, peut-être vous n'avez pas eu l'occasion encore de monter sur un navire. Voilà, exactement. C'est un peu particulier parce que je crois que je suis la seule ici à ne pas avoir navigué au long cours. Donc, je me suis concentrée sur l'escale. Je suis restée statique, sauf à 2 reprises. J'ai accompagné les pilotes du Havre, qui aident les porte-conteneurs à sortir du port parce qu'il faut une aide. Donc, je suis partie et au bout de quelques kilomètres, on revient. Et dans l'autre sens également, j'ai aidé les pilotes, j'ai accompagné les pilotes, à revenir avec un porte-conteneur au Havre. Et alors moi, c'est une extrême envie en fait, un attrait irrésistible. Je n'avais pas du tout envie de quitter le bateau. J'avais une envie de repartir avec eux. C'est un attrait incroyable de vivre ça et d'être, comme Ségolène l'a dit, protégé, déconnecté en fait. Enfin, être déconnecté et pouvoir oublier, pouvoir s'oublier, voilà. Donc moi, c'est un fantasme en fait. Je veux le faire. Et après cette table ronde, j'en suis d'autant plus convaincue, je vais le faire. Et Cécile, quand on est sculptrice, on a besoin aussi parfois peut-être de retrouver de l'équilibre. Est-ce que la mer vous a manqué ou quel a été l'effet de la mer sur l'artiste et la femme que vous êtes? Vous avez 2 heures. Comment vous dire? Non, mais je crois que là, il y a quelque chose de profondément rassurant.
Ségolène, vous avez parlé du vide, et je pense que quand on est en mer, on est plein de ce vide. Et c'est une des rares fois, finalement, dans la vie où vous vous retrouvez aussi un peu sans l'intendance, sans les mails. Alors moi, je suis partie à 7 ans, il n'y avait pas accès, il y avait Internet une fois le matin, une fois le soir, et il y avait 3 personnes avec qui on avait le droit d'échanger, sans pièces jointes, voilà. Donc, on était extrêmement coupés de la frénésie du monde, des nouvelles du monde, des bonnes, mais beaucoup des mauvaises aussi. Donc, c'est une sorte de repli existentiel et poétique qui est aspirant. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à atterrir, mais vraiment beaucoup de difficultés. C'était impossible de vivre sur un bateau. Je ne suis pas devenue marin, mais c'était... Mais comme toutes les coques de protection, c'est un piège. Donc, il y avait quelque chose... Et puis quand même, il y a une chose qui, moi, m'a toujours frappée, mais même à terre, c'est l'incroyable beauté de la mer, de l'espace, de l'incroyable diversité des lumières qui s'en viennent, qui s'en vont. Et comme on n'est jamais aussi attentif, moi, sur un bateau, on est très, très attentif, en fait, aux petites choses qui nous entourent. Et les petites choses, ce sont des êtres humains, et puis ce sont ces petites choses de ce tout pareil, mais qui n'est jamais pareil. Je ne sais pas comment vous dire, parce que c'est... Et puis, j'ai aussi été très, très marquée par la question de l'échelle. C'est que tout d'un coup, on est tout petit, quoi. Hein, c'est intéressant de revenir à cette dimension aussi de notre fugacité et de notre fragilité. Et pour moi, c'était un voyage existentiel. C'était, voilà. Et j'en suis pas... de toute façon, on n'est pas obligé de revenir des choses. On peut les prendre avec soi, et voilà. Et j'ai des amis navigateurs dans cette salle qui ont fait un tour du monde. Je pense qu'on ne revient jamais du tour du monde complètement. Non, il me semble. Ouais. Ce que j'aime, en tout cas, je ne sais pas si vous le percevez dans les ondes, et ici, il y a une émotion incroyable. Je trouve que depuis 1h30, il y a une vraie émotion. On est à fleur de peau, on a envie de le vivre, on vous envie un petit peu aussi. Hein. Et vous parliez de beauté, et je crois que vos témoignages, ils sont beaux. C'est empreint d'une beauté, d'une humilité, mais tout en sensibilité. Est-ce que Nikos, vous avez aussi vous êtes à fleur de peau quand vous en parlez, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on emporte, comme le dit Cécile, avec soi? Vous qui avez vécu plein de choses par ailleurs en tant que vidéaste, en tant que réalisateur dans le monde. Je fais partie des gens qui n'ont pas trop le mal de mer, mais qui ont toujours le mal de terre. Quand je reviens, ça balance de partout. Je ne sais pas comment ça peut s'expliquer, mais moi je vois un petit signe là-dedans. Et par ailleurs, c'est très anecdotique et personnel, donc peut-être pas très intéressant, mais je viens de la montagne. J'ai grandi à Grenoble et j'ai fait énormément d'alpinisme quand j'étais petit, sans connaître rien de la mer. Et c'est à 30 ans que j'ai découvert la mer au Havre, donc. Et j'ai eu, je rejoins vraiment ces deux univers. Pour moi, ils sont très, très différents, forcément, mais très comparables à tout point de vue. Alors moi, c'était plutôt côté plaisancier que professionnel de la mer, donc c'était plus facile et plus festif. En tout cas, c'était aussi comment on est un peu à nu, peut-être justement, mais sur l'eau. Et comment, alors moi je navigue, je suis moniteur donc, de voile par ailleurs, donc j'emmène des stagiaires à bord, et comment en fait tout le vernis social, je suis parisien maintenant, en pire, donc comment tout le vernis social est très important à Paris, on ne fréquente pas les mêmes lieux, tout est cloisonné un petit peu, il y a une sorte de communautarisme bien avant qu'on en parle. En mer, ça disparaît. Moi, j'ai ce sentiment-là, parce que c'est des publics différents, hein, et on ne parle pas de boulot, on ne sait pas combien tu gagnes, c'est pas intéressant, c'est pas important. On peut en parler. Quand on fait une navigation de nuit, on peut en parler, et c'est sympa de connaître l'autre, et on en parle, mais c'est pas un critère important. Le critère important, c'est où on va, comment on va le faire ensemble, est-ce qu'il y a de quoi manger, boire suffisamment d'eau à bord, etc. Et c'est tout simple, mais c'est des petits bonheurs, et on redevient un tout petit animal terrestre, et ça fait beaucoup de bien pour ça. Et quant à l'univers
il est plat, enfin plus ou moins plat, la mer évidemment, mais il y a des sensations qui sont cette humilité générale. En montagne, on doit être très humble par rapport à la météo et pas mal d'autres choses. En mer aussi, donc ça calme un petit peu tout le monde et moi je trouve que c'est pas mal. Merci beaucoup, Nikos. Peut-être une autre intervention, un témoignage, une envie. Alors lui, je le connais, donc je vais te dire son nom, c'est Monsieur le Capitaine Hardy. Merci d'être avec nous. D'ailleurs, on a failli organiser quelque chose à distance depuis l'Afrique centrale, mais on a la chance de vous avoir avec nous. Donc, Afrique de l'Ouest, parce qu'Afrique centrale, il n'y a pas la mer. Oui, mais, enfin la côte de l'Afrique centrale, en face du Congo, on est en Afrique centrale quand même. Ouais, après le golfe de Guinée. Non, ce que je voulais dire, ce que je retiens un peu de tout ça, c'est alors ça n'a pas été exprimé directement comme ça, mais c'est le huis clos du navire. Vous l'avez tous plus ou moins exprimé de façon différente, mais ouais, le fait qu'on est tous resserrés et le temps s'écoule différemment parce que oui, c'est une petite équipe et le sang. Alors, moi, c'est ce que je reçois comme appartenir à l'équipage. C'est ce que Cécile disait. On fait partie d'une équipe et c'est une expédition maritime. On est tous ensemble et si on se plante ou si ça va pas, c'est tous ensemble. Donc il faut que, comme Nikos disait, il faut faire un peu corps face aux éléments pour arriver de l'autre côté. Et j'ai bien aimé la façon dont vous avez réussi à le faire ressentir. Enfin, mon point de vue est complètement différent, forcément. Mais ça transparaît aussi de cet univers maritime tellement invisible. Et surtout maintenant, d'autant plus maintenant, où les gens sont coupés du monde par le masque, les conditions sanitaires. Et là, il y a beaucoup de difficultés pour les marins, ne serait-ce que de sortir 5 minutes à terre pour passer un coup de fil, donner des nouvelles à la famille. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'ils se sont ouverts, plutôt les Philippins que les Russes, c'est vrai. Mais c'est le côté communication avec l'extérieur. Ils ont l'habitude d'être coincés dans leur bulle et le fait qu'on s'intéresse à eux, qu'ils soient moins invisibles, je pense que c'est ce qui fait qu'ils s'ouvrent plus facilement. Donc merci à tous pour votre travail, pour le point de vue offert aux terriens, entre guillemets, sur les marins avec les mêmes guillemets. Merci beaucoup. Et Eric, par rapport à ce commentaire, vous êtes marin et vous êtes ce lien maintenant avec les marins vis-à-vis de cette terre. Vous êtes aussi dans cette solidarité permanente avec ces marins, quelle que soit leur nationalité, leur statut, officier, pas officier. Je ne sais pas comment vous formulez cette question, mais en tant qu'ancien marin, vous avez quand même des réflexes, je pense, des disponibilités vis-à-vis de ces marins, non, pour leur rendre encore plus peut-être la vie simple quand ils escalent, non? Moi, j'ai arrêté de naviguer il y a 10 ans et avec beaucoup d'humilité, je me rends compte qu'il y a des générations qui arrivent, de nouvelles générations, avec de nouveaux moyens de communication, etc. Ensuite, avec le Seamen's, je me rends compte qu'en fonction des nationalités, le rapport va être différent. Par contre, il est vrai que du coup, j'ai une écoute qui est très importante. Juste pour vous dire, ce côté émotionnel, c'est parce que je suis très attentif au regard et à l'attention qu'on peut porter aux gens pour leur laisser cette liberté de pouvoir exprimer leurs besoins et les ramener au même niveau que moi. Quand on va à bord d'un bateau, généralement on rencontre ce qu'on appelle les EB, c'est donc les matelots, qui sont très réservés. Souvent les Philippins sont très en retrait, etc. C'est difficile de leur dire que non, on est dans une transversalité, je viens au même niveau qu'eux. Et donc on est très très attentif, je suis très attentif à ça, de leur dire vous avez le droit d'exprimer, vous avez le droit de me demander certaines choses, etc. Cette notion-là, j'en suis assez conscient. Et là, il y a des gens qui ont navigué ici. J'insiste vraiment sur ce rôle, là on l'a cité, le huis clos, et cette ambiance qu'il peut y avoir au huis clos avec un capitaine et de ce qu'il peut transmettre à l'ensemble de l'équipage. Et ça change complètement la tonalité. Et tout ça pour dire que
lorsqu'on va à bord, rien qu'en voyant l'attitude d'un marin, on peut savoir quelle est l'ambiance générale du bord. D'autant plus avec ces situations du Covid où les capitaines vont, en fonction de leur tempérament, vont bloquer certaines choses, etc. Là encore, hier, j'avais des Polonais qui étaient à bord, qui étaient au foyer et qui me disaient on a besoin d'être vaccinés et le commandant ne le souhaite pas. Donc il va falloir que demain je m'occupe de ça, mais il ne voulait surtout pas que le syndicat ITF intervienne. Donc il cherchait, alors je leur ai fait une proposition. Mais voilà, donc pour répondre à votre question, pour être bien précis, je m'adapte, je regarde un peu l'ambiance, mais finalement, comme on le fait tous, il faut toujours avoir cette attention. Et je voulais juste dire, parce que je trouve que ça m'a toujours été... j'ai trouvé cette phrase super, c'est... alors attendez, j'ai toujours un peu du mal à la remettre en œuvre, mais c'est dans la marine on dit dépêchons-nous, on n'a pas une minute à perdre. Ne perdons pas de temps, c'est plutôt ne perdons pas de temps, on n'a pas une minute à perdre. Et je trouve cette expression superbe parce que ça veut dire que chaque minute a son importance et qu'il faut prendre le temps de prendre cette minute pour réfléchir et pour accorder du temps à l'autre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pris le temps aussi, nous, c'était bien. Hein. Et là, ça fait déjà 1h30 que l'on se parle. Quand je dis hélas, c'est qu'il va falloir à un moment donné qu'on conclue, Mathieu. Peut-être, s'il y a encore, je ne voudrais surtout pas frustrer la salle, s'il y a un dernier témoignage, question très rapide, s'il vous plaît, pour que nous puissions conclure cette table ronde passionnante, avec des gens passionnés. Madame Tincelin, vous voyez, je connais tout le monde moi, dans la salle, finalement. Merci, monsieur Alix. Non, merci à vous. Moi, je souhaite vous remercier chaleureusement, à la fois les organisateurs de l'exposition et puis ces artistes que je trouve extrêmement émouvants dans la démarche qu'ils ont fait pour aller vers le monde des marins, vers la marine, parce qu'on est dans un pays en France qui est vraiment pour le coup un pays terrien. Et vraiment, je vous encourage à partir en mer et déverser tout votre talent sur cette thématique parce que je trouve que c'est un merveilleux médium entre eh bien, le monde de la mer et nous. Et puis, juste un petit mot en complément de ce qui vient d'être dit. On a parlé il y a quelques instants du huis clos des marins, qui est effectivement une évidence très forte et très importante. Et je dirais que parallèlement, moi, ce qui me frappe toujours dans les bateaux, c'est leur autonomie technique. C'est-à-dire que c'est comme un vaisseau spatial, ça part à l'aventure, et il faut que tout soit prévu à bord. Donc il suffit d'avoir vu la construction d'un cargo, de n'importe quel bateau, ou même d'un petit voilier, pour voir à quel point il faut penser à tout. Et je trouve que ce côté technique est extrêmement prégnant une fois que le bateau est parti en mer, et ceux qui ont navigué doivent le savoir. Merci encore à vous, c'était un magnifique moment. Merci beaucoup, merci. Christiane, qui est une grande navigatrice, comme le dit Cécile. Mathieu, on est vraiment obligé de se quitter maintenant, hélas. Mais je voudrais remercier tout le monde. Je vais te redonner la parole en tant que de maître de cérémonie. Et vous donner un dernier témoignage finalement qui est le mien. Moi, quand j'ai débarqué à Anvers, je me suis mis à pleurer. J'avais traversé que 12 jours, mais j'avais vraiment pas envie de le quitter, ce navire. Et je rejoins Eric dans l'émotion qu'on peut ressentir quand tous les matins on se lève pour le lever de soleil et qu'on ne loupe jamais le coucher de soleil. Et c'est les marins qui m'ont manqué le plus et la cuisine du chief cook, parce que j'ai mangé indien pendant 12 jours et je me suis régalé. Voilà, c'était juste ma petite contribution à moi. Mathieu, à toi pour conclure. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup à toutes et tous pour ces témoignages. En prolongement de cette table ronde, on a réalisé aussi d'autres interviews d'artistes qui exposent donc dans cette exposition et qui n'étaient pas autour de cette table ce matin. Donc vous pouvez retrouver ces interviews également, enfin ces témoignages plutôt en podcast sur le site de Westrack. On a aussi réalisé dans le cadre de cette exposition des micro-trottoirs au Havre pour essayer de sonder un peu le lien entre les Havrais et les marins, des visions sur le port, des visions assez futures. Moi, j'ai trouvé ça très, très instructif parce qu'on se rend bien compte que même en étant dans une ville portuaire, les gens ignorent globalement le monde maritime, les marins. On a été faire des micro-trottoirs dans des supermarchés. Les gens ignorent d'où viennent les marchandises et que ça vient du port. Enfin, c'est quelque chose d'assez obscur avec cette espèce de
frontières temporelles au début des années 2000, où avant le port, on pouvait y aller, c'était moins sécurisé. Et puis depuis 2001 notamment, on ne peut plus du tout y accéder. Donc il y a ce truc. Voilà, je vous invite, par extension de cette exposition, de cette table ronde, si vous voulez aller jeter une oreille sur notre site Ouest-Track. Vous regardez, il y a un truc qui s'appelle Les Marins d'abord, tout est dedans, c'est assez simple, comme cette table ronde d'ailleurs qui sera en réécoute juste après que nous ayons rendu l'antenne. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci au public présent et puis à très bientôt. Rendez-vous du 1er juillet au 19 septembre pour venir découvrir l'exposition Les Marins d'abord proposée par Le Havre Port Center. Plus d'infos sur lehavreportcenter.com.